Maintenant, je laisse la parole à Jean-Luc Touly, qui fait partie de la Fondation France Liberté, mais qui a plusieurs casquettes aussi. L'Association pour le contrat mondial de l'eau, et qui est un ancien salarié de Veolia. Il va vous parler des modes de gestion de l'eau, et je le laisse la parole. Merci, et bonsoir à toutes et à tous. Je pense qu'il est important que vous sachiez un peu l'histoire de la gestion de l'eau qui a démarré en France. Et on se place au début du 19e siècle, la révolution industrielle commence à pointer son nez, et des banquiers, comme on l'a dit tout à l'heure, ont eu l'idée d'essayer de domestiquer l'eau en cherchant l'eau du fleuve, de la rivière, de la phréatique, pour l'amener au dernier étage d'un immeuble qu'on allait construire dès l'âge de 8 ans, qui allait travailler dans les manufactures des industries à la périphérie des grandes villes. Donc une fois qu'on a inventé ce système de canalisation, le système de pression, il a fallu trouver un système de relation pour rémunérer le service, parce que l'eau est gratuite, rémunérer le service qui allait être opéré par des entreprises privées. Il fallait trouver une relation entre ceux qu'on avait la charge depuis la Révolution française, donc les maires, et donc cette future société. Et on a inventé le système du contrat de concession, d'une durée démocratique de 99 ans. On en a trouvé un d'ailleurs il n'y a pas très longtemps à Olivet, qui a démarré en 1933 et qui devrait se terminer en 2032, mais entre-temps une association a porté l'affaire devant le Conseil d'État et ça va se terminer beaucoup plus tôt, heureusement. Une fois qu'on a inventé ce système, il fallait trouver le moyen de rémunération. On n'a pas utilisé l'impôt, on a utilisé la facture, qui est une visibilité pour un bac+20 ou pour un certificat d'études, puisque l'arnaque est assez facile, enfin je vais essayer de vous l'expliquer un petit peu plus tard. Donc toutes ces conditions étant remplies, Napoléon III, par décret impérial du 14 décembre 1853, crée la première société de production et de distribution d'eau dans le monde, qui s'est appelée la Compagnie Générale des Eaux, jusqu'en 1998. Elle s'est appelée entre 1998 et 2003 Vivendi, puis depuis 2003 Veolia. Vivendi la vie, Veolia du vent. C'est ça. Le premier contrat qui a été signé, d'ailleurs a été signé avant l'officialisation de la création de cette société, en juillet 1853, c'est la ville de Lyon, qui a été la première ville au monde qui a été privatisée au niveau de sa gestion de l'eau, suivie très vite par une ville que vous connaissez bien, Nantes, en 1854, puis Paris en 1860, et enfin Nice en 1864, les 4 premières villes. Après, il a fallu attendre encore 15 ou 20 ans pour que les choses se développent. Et notamment, puisque je suis en Bretagne, le plus vieux contrat qui a été signé et qui est toujours en exercice est la ville de Rennes, puisqu'on a atteint cette année 130 ans de fidélité à Veolia. Je pense qu'on peut applaudir. La deuxième société, c'était la Lyonnaise des eaux et de l'éclairage, comme elle s'appelait en 1880, et la troisième, la SOR, c'était l'aménagement urbain rural, en 1933. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, moins de 30% des communes avaient fait confiance à ces 3 sociétés. En 1944, le Conseil national de la résistance prévoit une nationalisation de pans entiers de l'économie, le transport, l'énergie et l'eau. En 1945, 46, 47, avec le rapport de force politique que vous connaissez, les nationalisations se font, sauf 2. La Générale des Eaux et la Lyonnaise des Eaux ne sont pas nationalisées. Je vous laisse le soin de savoir pourquoi déjà certaines relations étonnantes étaient installées entre des élus des grandes villes et ces sociétés. En 1953, pour développer ces fameux 30% de part de marché jusqu'à 80% aujourd'hui, on a inventé un système, enfin ils ont inventé un système du droit d'entrée, du droit de péage, pour rentrer sur l'autoroute, vous payez, etc. Même principe, le maire confie son réseau qui lui appartient, qui appartient à la collectivité, pour une durée très longue. En contrepartie, celui qui va entretenir le réseau à la place de la collectivité paye une redevance d'occupation du domaine public à travers un droit d'entrée. Ce droit d'entrée va permettre effectivement à ces entreprises de prêter beaucoup d'argent aux collectivités qui est récupéré, et avec la loi de décentralisation un peu plus tard en 1982, de récupérer des compétences sans forcément que l'État leur donne l'argent équivalent, c'est ce qu'on va peut-être voir avec les tests professionnels dans les prochaines semaines. Automatiquement, l'apport d'argent par ces sociétés contre la signature de contrats de longue durée était une aubaine. Évidemment, vous allez me dire, si on vous prête de l'argent, vous devez rembourser. Mais dans cette histoire de l'eau, celui qui recevait l'argent ne remboursait pas. C'est une tierce personne qui remboursait. Nous tous, les consommateurs, à travers la facture, puisqu'évidemment, et ça on ne le dit pas, les élus signaient, de temps en temps sans le savoir, parfois en étant très conscients, qu'on augmentait le prix de l'eau, et par une formule de variation, on augmentait le prix de l'eau régulièrement, et on se remboursait du prêt que la commune avait reçu.
Donc c'est très avantageux parce qu'en plus ce taux, pour ces sociétés, le taux est assorti d'un taux de banquier, puisque c'est les banquiers qui l'ont créé, de 12,5% en moyenne par an, cumulable pendant la durée du contrat. Donc évidemment, sans avoir fait le moindre travaux, le prêt d'argent rapportait beaucoup d'argent donc à ces sociétés. Pourquoi les élus ont tellement été fidèles et tellement enclins à le faire? Je vous dis la raison. Simplement, là où il y a détournement, même si ce n'était pas illégal à l'époque, ça l'est devenu en 1995, c'est que cet argent ne servait pas à l'eau du tout. Il servait évidemment à faire autre chose, à la fois pour les élus qui la recevaient, en abaissant les impôts locaux parfois, ce qui se permettait de les faire réélire plus facilement, ou d'investir dans des infrastructures, comme à Montpellier, M. Frêche a fait un palais des congrès payé par Veolia, à Lille, ça a été un stade de foot, j'en passe, c'est les meilleurs. Hein. Donc je suppose que vous, le football doit être certainement aussi un moyen de sponsor. Évidemment, toutes ces infrastructures collectives qui servent l'intérêt général étaient payées par la facture de l'eau sans avoir besoin de recourir à l'augmentation des impôts locaux à travers donc les impôts locaux, le budget général. Vous voyez, l'arnaque, elle était là. C'est-à-dire qu'un maire n'augmentait pas les impôts locaux, recevait de l'argent, se faisait rembourser par la facture, ni vu ni connu, je t'embrouille. Forcément, il y avait un dindon, le client, l'usager de mon client, parce que c'est lui qui payait tout ça, mais cet individu est aussi un contribuable. Et donc on payait, contribuable l'impôt, le consommateur la facture. Voilà le système de l'arnaque assez simple, évidemment peu connu, tout le monde se tenait, parce que malheureusement tous les partis politiques, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, ont joué ce jeu-là. Et d'ailleurs, en Ile-de-France, mais aussi ailleurs, il y a eu partage des marchés de l'eau, telle partie, l'assainissement de l'autre partie, les transports à l'autre partie, un quatrième partie, les ordures ménagères, hein, etc. Donc partage des marchés avec un président, des vice-présidents, de gauche, de droite, et unanimité, et évidemment aucune information aux usagers de ce qui se passe, de ce qui se termine. Voilà, et ça dure encore. Malheureusement, ça dure encore. Les gros syndicats, il se passe des choses à l'intérieur de ça. Ça, évidemment, on ne vous informe pas. Et lorsque les associations, comme ici, demandent des documents, demandent des explications, c'est tout un problème. Alors parfois, les élus, lorsqu'on leur pose des questions, ils ne savent pas non plus, ils n'ont pas les réponses. C'est pour ça qu'on est toujours surpris quand les élus signent sans comprendre ce qu'ils signent. Et surtout qu'ils engagent les citoyens pour des durées de 10, 15, 20 ans. Dans la dernière période, parce qu'avant c'était 30, 40, ou dans les pays du Sud, 50 ans. C'est gravissime. Hein, je tiens vraiment, c'est très important. Je n'attaque pas en disant ça les multinationales, je mets en cause les élus. Je ne dis pas qu'ils sont corrompus, c'est pas la question. La question c'est qu'il faut qu'ils se réapproprient ce bien vital, cette gestion, parce qu'évidemment, ces entreprises, la gestion des eaux, si elles sont devenues multinationales, de l'eau, de l'assainissement, des transports, du chauffage, des ordures, du cinéma, des téléphones portables, de la restauration scolaire, des parkings, des parcs-mètres, et je vais en oublier, des médias, évidemment. Ah oui, c'est vrai que le meilleur exemple, le seul qui a été pris la main dans le sac, c'était le ministre de la Communication et le ministre de l'Environnement, Alain Carignon, maire de Grenoble. Pour corruption, là, active. En général, ça ne va pas jusque-là.